Bonsoir à tous. À la une de ce journal, coup de tonnerre sous le ciel du Congo-Kinshasa, les propos de Joseph Kabila suscitent la controverse sur sa promesse de se retirer du pouvoir lors de la prochaine élection présidentielle au Congo-Kinshasa en déclarant dans un journal ce week-end n'avoir fait aucune promesse de ce genre. Le président congolais s'attire les foudres d'une opposition elle aussi divisée sur l'avenir sociopolitique de ce pays des Grands Lacs. Coup de projecteur ce soir sur la multiplication des incendies dans les régions anglophones qui laissent échapper une fumée de sabotage et de représailles liées à la crise anglophone. C'est l'enquête à suivre au cœur de ce journal. Le Cameroun peut-il résorber le déficit énergétique avec des multiples projets hydroélectriques qui connaissent des retards dans leurs exécutions, mais aussi des projets mal ficelés dans leur conception, analyse et décryptage à l'occasion de la visite du président directeur général du groupe EDF Électricité de France pour la construction d'un barrage hydroélectrique sur le Natigal qui va générer près de 400 mégawatts dans le réseau électrique au Cameroun. On en parle en deuxième partie de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le président congolais a surpris tout le monde dans une interview accordée à un journal allemand. Il dit n'avoir fait aucune promesse, notamment relative à l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 qui indiquait que le président congolais devait se retirer du pouvoir lors de l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle prévue initialement cette année 2017, en déclarant n'avoir fait aucune promesse. Joseph Kabila s'attire les foudres d'une opposition congolaise, elle aussi divisée sur l'avenir sociopolitique de ce pays. On fait le point avec Albertine Bichaga. Je n'ai rien promis du tout. La phrase a été prononcée par Joseph Kabila au cours de cette interview accordée à un journal allemand, Der Spiegel. Publiée ce week-end, cette rare sortie du chef de l'État congolais a été reprise par quasiment tous les médias internationaux. Joseph Kabila n'avait en effet plus accordé d'interview depuis 5 ans. Le président congolais s'est donc livré, un peu trop même, selon certains observateurs de la scène politique en RDC. Interrogé par la journaliste allemande sur l'organisation des élections présidentielles dans son pays cette année, celui qui devait initialement quitter le pouvoir depuis fin 2016 répond qu'il n'a rien promis, avant d'ajouter qu'il souhaite organiser des élections aussi vite que possible. Pourtant, l'engagement d'organiser des élections générales d'ici la fin de l'année 2017 figure dans cet accord signé le 31 décembre 2016. Tout au long de cette interview, Joseph Kabila va se refuser, malgré l'insistance de la journaliste allemande, à donner une date pour l'organisation de la prochaine élection présidentielle dans son pays. Le chef de l'État se contentera de dire que c'est à la commission électorale qu'il revient de répondre à cette question. Il va par ailleurs préciser que son pays veut des élections parfaites et non pas des élections tout simplement. Les déclarations de Joseph Kabila au journal allemand font déjà réagir la classe politique congolaise. Félix Tshisekedi, président du Rassemblement, principale coalition du pays, a indiqué dans une interview sur une radio internationale que les propos du président étaient graves. S'il nie avoir promis quelque chose, cela veut dire qu'il reconnaît qu'ils ne se sont pas concernés par l'organisation de l'élection avant le 31 décembre de cette année. Ce qui est grave, a indiqué Félix Tshisekedi, fils de l'opposant mythique Étienne Tshisekedi. Alors que la classe politique en République démocratique du Congo peine encore à s'accorder sur la mise en application de l'accord du 31 décembre 2016, malgré l'intervention de l'Église catholique, la dernière sortie du président Kabila pourrait, de l'avis de plusieurs, compliquer les choses. Et au Cameroun, c'est l'un des plus grands hôtels de Bamenda qui est parti en fumée lundi. Les flammes ont presque ravagé tous les 4 étages de l'édifice. De nombreux dégâts matériels, aucune perte en vie humaine. L'intervention des sapeurs-pompiers a permis de circonscrire l'incendie. Le mystère reste entier sur les causes réelles
de ces flammes qui ont presque ravagé tout un hôtel à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest, mais les spéculations vont bon train. Reportage de Stella Mbou et Donald Brice, Kamgan. Un immeuble carbonisé, d'importants décombres, l'hôtel Top Star situé au lieu d'Ingpeng à Bamenda est sinistré. Le feu a été signalé dans l'établissement hôtelier aux environs de 15 h lundi. Les 4 niveaux de l'hôtel de luxe ont été tous affectés, mais le premier l'est davantage. Ce client en séjour dans l'hôtel au déclenchement des flammes raconte. J'ai vu des choses brûler, entièrement brûlées au niveau du premier étage. Au niveau du second étage, certains champs de la façade droite ont été seulement endommagés par le feu. Mais de mon côté, le feu n'a pas pénétré. C'est pour cette raison que j'ai pu récupérer mon sac et mes effets aussi. Après 2 heures de manœuvre, les sapeurs-pompiers, appuyés par la police anti-émeute, circonscrivent le feu. Sur les origines de l'incendie, certains évoquent une fuite de gaz dans la boulangerie située au rez-de-chaussée, tandis que d'autres parlent d'un acte criminel en représailles à la non-observance de l'opération Ville Morte, en vigueur dans le Nord-Ouest chaque lundi. Le volume des dégâts reste à évaluer. Une enquête a été ouverte. La multiplication de ces incendies dans les écoles, les marchés, mais aussi les entreprises privées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest laisse échapper une fumée de sabotage et de représailles liées à la crise anglophone. On fait le point avec Éric Martial Ndiomo. Cette pratique qui a cours dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est perçue comme une autre forme de protestation dans le cadre de la crise anglophone. Les incendies des différents édifices jusqu'ici énumérés dans ces régions sont clairement prémédités tels que le rapportent les populations. Au regard des faits, ce sont très souvent des établissements qui ne respectent pas le mot d'ordre de ville morte qui sont la cible des pyromanes d'un autre genre. Ceci est le plus souvent précédé par des mises en garde et des menaces anonymes. Une nouvelle forme d'intimidation à valeur de crime selon les victimes qui n'ont trop souvent que leurs yeux pour constater les dégâts matériels énormes. Depuis le début, ce sont près de 7 marchés qui sont allés en fumée, tout comme plusieurs écoles et autres édifices à exploitation commerciale. Certains édifices publics ont été tout aussi touchés par ces flammes dites criminelles. Cette nouvelle forme de violence qui traduit une certaine radicalisation a traversé les frontières de l'horreur avec 3 jeunes élèves qui se sont vus mutiler les bras à la machette par des personnes inconnues à Bamenda. Des situations qui donnent finalement des allures de Far West à certaines villes et notamment la capitale régionale du Nord-Ouest, pourtant toujours fortement militarisée. Un autre incendie est survenu dans la ville d'Edea. 3 maisons d'habitation sont parties en fumée. Aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Le récit est fait avec Rodrigue Ngassi et Mirabel Mazo. 3 domiciles ont été pratiquement ravagés par les flammes ce lundi matin au quartier Bisekezone dans la ville d'Edea. Selon un témoin, les flammes auraient commencé à se répandre depuis la chambre des enfants de la nommée Bombissa Hélène, sortie très tôt pour se rendre à son lieu de service. Je reçois un coup de fil, l'enfant était dans la maison, elle se réveille, elle va dans la chambre des enfants et constate la fumée. Elle sort en courant pour dire à ses soeurs qui étaient de ce côté, en train de visionner le signal qu'il y a le feu dans la maison. Le temps d'appeler toutes les dames, nous arrivons là, on trouve que la maison est partie en fumée comme ça, on ne sait rien. On ne sait pas d'où vient le feu, c'est pas la bouteille de gaz, la maison n'a pas de courant. On est là comme ça, on fait partie. Par chance, les voisins n'ont rien eu, mais nous-mêmes, nous sommes dehors, il n'y a rien. Et les populations alertées ont pris d'assaut le site de l'incendie pour tenter d'éviter le pire. Tout le monde s'est mobilisé pour essayer d'éteindre le feu. On a même essayé à maintes reprises d'appeler les pompiers, mais ils ne sont pas arrivés à temps. Mais voilà, maintenant, le feu quand même a été, on a pu maîtriser le feu. Que d'autres voisins aussi pouvaient avoir le même problème. Mais après, on a quand même pu empêcher le feu de ce temps.
Les forces de l'ordre alertées sont arrivées sur les lieux pour sécuriser la zone. Cette synergie des populations du quartier Biseke Zone a permis que les maisons environnantes soient protégées des flammes. L'arrivée des sapeurs-pompiers permettra d'éteindre complètement ces flammes qui ont donc mis 3 familles désormais sans abri. L'origine de ces flammes reste encore inconnue. Une enquête a été ouverte. Dans le reste de l'actualité, des journalistes et techniciens employés de la chaîne de télévision CamNews 24 sont en grève depuis ce matin. Ils sont sortis des salles de rédaction pour manifester leur colère contre 13 mois de salaire impayé. La direction générale de cette entreprise rassure que les négociations sont en cours. Le récit des faits avec Eukwa Claude et Flavien Valondongo. À l'entrée principale de la chaîne de télévision dénommée CamNews 24 à Douala ce mardi matin. Techniciens et journalistes, pancartes en main, ne tournent pas une émission, mais revendiquent plutôt les arriérés des salaires. On est à plus de 13 mois, mais la hiérarchie a reconnu 10. On n'a pas refusé parce qu'on dit on ne ferme pas la porte à la négociation. Des négociations, le personnel qui fait entendre sa voix affirme avoir utilisé plusieurs méthodes, mais en vain. On a même créé une commission pour discuter avec le fondateur de CamNews 24. Et au terme de cette commission-là, on ne s'est pas accordé sur un certain nombre de détails. Le mouvement d'humeur entamé ce mardi par ces hommes de médias est l'aboutissement d'un long processus. C'est depuis janvier que nous réclamons, et par mail, et pas des rencontres, pas des réunions de négociation, on demande toujours d'attendre. Nous sommes déjà au mois de juin. Pour ces derniers, l'attente est devenue longue. Ne dit-on pas souvent que ventre affamé n'a point d'oreille? Le personnel de CamNews 24, en grève, compte aller plus loin que le simple sitting. La grève de la faim. C'est la période de carême, on va les accompagner, donc comme ils ont décidé de nous affamer, et ensemble, nous allons rester affamés jusqu'à ce que nos salaires soient payés. En cette période de carême, ils souhaitent accompagner leurs dirigeants dans cette logique jusqu'à ce que leurs salaires soient payés. Jean au téléphone, le conseiller spécial du directeur général de CamNews 24, a laissé entendre que les négociations sont en cours. Le cas Paul Aya Abiné est au centre de toutes les interrogations à quelques heures du Conseil supérieur de la magistrature prévu demain mercredi au Palais de l'Unité à Yaoundé. Ce magistrat hors hiérarchie, encore en fonction, est incarcéré en violation de ses droits selon son avocat. Comment en est-il arrivé à cette situation? Quels sont les scénarios envisageables lors de ce Conseil supérieur de la magistrature sur le cas Paul Aya Abiné? Explication dans ce reportage signé Gizogo. Alors que le Conseil supérieur de la magistrature se tient, le cas Paul Aya Abiné prend une résonance toute particulière. En effet, en tant que magistrat hors hiérarchie, Aya Paul Abiné, arrêté depuis quelques mois, officiellement dans le cadre de la crise anglophone, se trouve au centre des attentions. Depuis des semaines, sa famille et ses conseils énumèrent un chapelet d'entorse à la loi au vu de son statut qui aurait dû lui valoir bien des égards. Cela, à les en croire, du fait même de l'évidence selon laquelle toutes les accusations portées contre lui s'avèrent sans fondement. Jusque dans la grande famille judiciaire, le cas Paul Aya Abiné se pose sous cap. D'aucuns n'hésitent pas à laisser entendre qu'il s'agit d'un fâcheux précédent dont la finalité est de mettre au pas les récalcitrants, voire de trancher toutes les têtes qui débordent dans cet univers qu'on voudrait aseptiser et bien ranger. Au demeurant, que faut-il espérer du Conseil supérieur de la magistrature dans ce dossier? On peut conjecturer qu'à défaut de prendre des sanctions contre le magistrat, libre cours soit laissé à la procédure judiciaire entamée, ce qui naturellement fera bondir les tenants du respect du droit dans cette affaire. Des candidats sous pression sont allés affronter les premières épreuves du BEPC sans leur pièce d'identité. Mais face à la tolérance des différents organisateurs de cet examen, notamment au lycée de Ndogbassi, ils ont pu être admis en salle. L'on a noté également quelques absences lors de ce premier jour de début des épreuves du brevet d'études du premier cycle dans les sous-centres d'examen dans la ville de Douala. Reportage Donald Anouzoua et Warren Zede. Les premières informations recueillies au centre d'examen du lycée de Ndogbassi font savoir que certains candidats au BEPC session 2017 ont été admis en salle de composition sans pièce d'identification. Difficulté, il y en a toujours. Dans
le feu de l'action, certains ont prétendu oublier leurs pièces à la maison. D'autres ont été victimes d'accidents parce que d'arriver chez nous, c'est un véritable parcours de combattants. On les a reçus, on les a mis en confiance. Maintenant, c'est le premier jour de composition sur 4. On a admis tous ceux qui avaient des oublis pour certains, des cartes d'identité non établies pour d'autres. On les a admis en classe sous réserve qu'ils nous produisent ces pièces demain. Le chargé de mission, pour sa part, va donner les éléments statistiques de la première journée. Je peux encore dire que ça se déroule normalement parce que sur 1676 candidats que nous avons enregistrés, jusqu'à présent, nous n'avons eu que 23 cas d'absence signalés. Tous les surveillants sont en place, les candidats composent normalement. Il n'y a pas de cas graves signalés pour l'instant. En salle, c'est la concentration maximale chez les candidats qui ont été respectivement interrogés en études de texte, mathématiques et physique, chimie, technologie. La matière que j'ai trouvée un peu difficile, c'était mathématiques, mais c'était quand même abordable. PCT, j'ai fait de mon mieux et études de test, je me suis quand même défendue. On a composé ce premier chapitre qui était les ions et les atomes. On a aussi composé sur la chaîne électronique, on a composé sur la perspective cavalière. La chaîne électronique était abordable, mais la perspective cavalière était un peu difficile. Mercredi, les candidats vont affronter les épreuves de langue avec en pole position la bonne vieille dictée. Au lycée bilingue de Ndjombe, près de 600 candidats ont affronté les premières épreuves du BEPC ce lundi en présence des forces de l'ordre venues assurer la sécurité. Comment ont-ils réagi après les premières épreuves? Quel est leur état d'esprit pour poursuivre cet examen du BEPC? Réponse dans ce reportage signé Jacques Molon et Kate Diarra. La première épreuve a été facile, si les prochaines épreuves continuent comme ça, on espère quand même une réussite de ça. Voici le genre de réaction qui ferait frémir d'orgueil le professeur de français de ce jeune élève. Il vient alors de passer 1 heure sur la première épreuve du BEPC qui a commencé très tôt ce matin. Nous sommes ici au lycée bilingue de Ndjombe dans le Mungo et ici comme ailleurs, les candidats ont répondu présents au top départ de cet examen national du premier cycle de l'enseignement secondaire. Certains ont eu la chance d'être accompagnés par leurs parents. Naturellement, je lui ai souhaité bonne chance, qu'il travaille bien et qu'à la fin, on obtienne le diplôme. Tandis que d'autres ont reçu bénédiction et instruction à la maison avant de prendre comme de petits grands la route du centre d'examen. Ils m'ont dit de ne pas trop trembler, que les épreuves vont venir faciles et que je ne regarde pas à côté. Je fais mon propre travail. À l'arrivée, fouille systématique pour tout le monde, puis direction la salle d'examen pour les instructions officielles liées à la façon de se tenir tout au long de l'examen. De l'autre côté, dans la salle des professeurs, c'est à peu près le même scénario, à la seule différence qu'on s'adresse cette fois-là aux surveillants. La façon de tenir et de remplir le plan de ça. Deuxièmement, il y a la fiche d'émargement des candidats. Dans l'ensemble, la première journée se déroulera sans incident, si ce n'est l'absence remarquée d'une candidate de la série espagnole, la nommée Ngate Dashi Marie-France, de la table numéro 332. Bon, nous avons fait le tour de salle, nous enregistrons un seul absent sur 672 en série espagnole. La journée d'aujourd'hui a été marquée par les épreuves d'études de tests, mathématiques et de physique-chimie, technologie. Le gouvernement camerounais ne dispose pas d'assez d'argent pour financer son projet hydroélectrique de Nachigal. Plus de 4 ans après son annonce, c'est le président du groupe Électricité de France qui est venu présenter aux autorités camerounaises sa stratégie de mobilisation des financements nécessaires à la réalisation de ce projet qui doit injecter 420 MW dans le réseau électrique. Il a rencontré, vous le voyez en image, le ministre des Finances ce mardi. Les travaux doivent démarrer en principe en juillet 2018 et s'étalent sur 5 ans. Je vous propose de suivre à présent le président du groupe Électricité de France, Bernard Lévy. Nous avons devant nous un grand projet, un projet d'envergure, le projet de Nachtigal qui va démultiplier les capacités énergétiques et électriques du Cameroun. C'est un projet qui a beaucoup avancé. Nous avons derrière nous déjà une phase très importante
construction de l'ensemble des contrats, de l'ensemble des dispositions qui permettront de construire cette installation hydroélectrique qui est très importante. Devant nous encore quelques sujets qui vont nous permettre de boucler le financement, notamment avec les nombreuses institutions multilatérales et bilatérales qui vont prêter de l'argent pour le financement de cette belle installation. On profitait pour remercier personnellement son Excellence le ministre de sa confiance et lui dire que EDF est engagé pour la réussite du projet Nachtigal. Merci. Le groupe Électricité de France a été reçu en audience ce mardi au Palais de l'Unité. Jean-Bernard Lévy et le chef de l'État du Cameroun ont évoqué les contours de la réalisation de ce projet énergétique avec à la clé la signature d'une lettre d'intention entre les deux parties. Des projets de développement connaissent des retards dans leur exécution au Cameroun. D'autres peinent à répondre aux préoccupations des populations, ce qui remet en cause la conception, notamment les projets inscrits dans le cadre du Fonds européen de développement. L'Union européenne vient d'octroyer encore près de 6 milliards de francs CFA au gouvernement camerounais pour améliorer l'efficacité de la réalisation des projets au Cameroun. Reportage Marcelin Gansop. Que l'Union européenne mobilise 6 milliards de francs CFA pour améliorer l'efficacité de ses interventions au Cameroun. Cela peut se comprendre dans un contexte où de nombreux projets sont souvent plombés du fait par exemple de l'absence des études de faisabilité. L'Union européenne a tiré les leçons de ces manquements et se met aux côtés du gouvernement pour rectifier le tir. Ça sert à beaucoup mieux programmer, beaucoup mieux finaliser notre coopération. Vous savez que par exemple pour des grands projets d'infrastructure, les études de faisabilité peuvent coûter très très cher. On parle de plusieurs millions d'euros. Mais aussi donc à financer des études, des besoins divers, des besoins ad hoc. Je vais donner un exemple. Récemment à Marois s'est tenu un séminaire sur les activités de relèvement que nous conduisons. Ce type de séminaire, très souvent, on a des difficultés pour les financer. L'Union européenne répond présente par ce type de facilité qui, comme son nom l'indique, facilite donc toutes nos activités de coopération et de réflexion et de préparation avec l'ensemble des partenaires ici gouvernementaux du Cameroun. En paraphant les documents qui consacrent ce nouveau partenariat, Paul Motazé et Françoise Collet marquent leur détermination à renforcer l'efficacité de l'aide communautaire dans la réduction de la pauvreté au Cameroun. Le premier volet est un volet destiné aux études, donc des études de faisabilité, des études d'appui technique ou d'assistance technique dans le cadre de la mise en œuvre des projets financés par l'Union européenne. Le deuxième volet est celui qui est destiné à financer le fonctionnement de la cellule d'appui à l'ordonnateur national du FED. Le troisième et dernier volet de cette facilité concerne la visibilité et la communication. Il a été mentionné qu'il est nécessaire pas seulement de mettre en avant le savoir-faire, mais aussi le faire savoir. Donc, le troisième volet consiste à financer ce volet communication et visibilité de la coopération de l'Union européenne. Depuis 1957, le Fonds européen de développement a financé des projets au Cameroun à hauteur d'environ 954 millions d'euros, soit 620 milliards de francs CFA. Des projets qui ont pris corps dans les secteurs de l'environnement, des forêts, de la santé, du commerce, de l'agro-industrie, du développement rural, des infrastructures et autres projets sociaux. Une question qui inquiète les acteurs politiques. Et l'ECAM est-elle au bord de l'implosion sociale? Des batailles souterraines de positionnement font rage sur fond de limogeage en cascade et des sanctions inexpliquées à l'encontre des agents et responsables de l'instance électorale au Cameroun. La profondeur du malaise social risque d'hypothéquer les capacités de l'ECAM à organiser les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales prévues en 2018. Emmanuel Diop et Gizogo. Et l'ECAM va-t-il à volo? Pour Hilaire Kanouga, spécialiste des questions électorales, cela ne fait aucun doute. Au cours d'une rencontre avec la presse à Yaoundé, il a mis sur la table des éléments pour conforter sa thèse. Parler sereinement. Le but final, c'est de pointer du doigt le danger qui pèse sur le processus électoral de 2018 et de montrer la dimension conflictogène de ce qui est en train de s'y dérouler au niveau de l'Election Cameroun, c'est-à-dire l'organe de gestion des élections au Cameroun. Dès lors, selon lui,
Il urge que le président du conseil électoral et le directeur général des élections soient déchargés de leurs responsabilités. Le directeur général des élections, qui par un acte du 18 mai vient de montrer que la connaissance qu'il avait de la loi était insuffisante. Et monsieur le président du conseil électoral, qui, ignorant le conseil électoral, a cru devoir, sur en tête de la direction générale des élections, nommer ou alors destituer des personnes en toute illégalité. À en croire l'orateur du jour, de manière générale, l'ECAM souffre d'un dysfonctionnement criant au point que sa marche semble reposer uniquement sur le président du conseil électoral et le directeur général des élections, au détriment du reste du conseil électoral qui est mis au banc. l'ECAM souligne aussi que le personnel est à son tour mis à mal par cet état des choses et subit des brimades récurrentes à l'image des récentes nominations décidées en marge de la loi, comme l'attestent des documents. De quel poids peut peser cette initiative pour remettre l'ECAM dans le droit chemin? l'ECAM est optimiste. Nous n'avons pas d'autres moyens d'action en dehors des moyens intellectuels, des moyens citoyens et enfin des moyens diplomatiques qui en sont la déduction. À la veille des échéances électorales de 2018, ces accusations suscitent pour le moins beaucoup d'inquiétudes. L'évêque de Bafang vient d'être nommé nouvel administrateur apostolique du diocèse de Bafia. Monseigneur Abraham Koné vient d'être donc nommé à la tête de ce diocèse de Bafia en tant qu'administrateur apostolique, une décision du souverain pontife qui intervient quelques jours après la découverte macabre de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala dans le département du Mbam et Inubu. Je vous le disais en titre, le Cameroun peut-il résorber son déficit énergétique avec la multiplication des projets hydroélectriques qui connaissent des retards, d'autres qui sont mal ficelés? Analyse et décryptage à suivre dans la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Évariste Fopoussi-Fotso. Bonsoir. Bonsoir, c'était. Vous êtes économiste et ancien député et un membre influent du SDF. Vous avez suivi ce jour le président du groupe Électricité de France qui a rencontré les principales autorités camerounaises pour discuter des avancées sur le projet énergétique, le barrage hydroélectrique de Nachtigal, qui est annoncé depuis de nombreuses années, mais dont l'on ne voit pas l'aboutissement. Il évoque la finalisation des contrats et la mobilisation des financements. On parle de plus de 650 milliards de francs CFA que l'on recherche pour mettre sur pied ce projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, toute annonce qui va dans le sens de la redynamisation probablement de notre économie est la bienvenue, mais le problème dans cette histoire d'investissement autour de notre demande en matière d'énergie, c'est que on a l'impression que ça n'entre pas dans une programmation effective sur la base des anticipations. Vous savez, il y a tellement de projets, mais les Camerounais se demandent s'il y a une coordination. Pourquoi je dis ça? Je dis parce que, vous savez, notre besoin en termes énergétiques à l'heure actuelle se situe autour de 1200-1400 mégawatts. Ça, c'est la capacité installée. Mais les besoins augmentent chaque année de 100 mégawatts. Oui, à peu près. Donc, malgré toutes les réalisations qu'on a faites jusqu'ici, on n'arrive pas encore à satisfaire la demande. Donc, tout un investissement supplémentaire comme celui que promet le directeur d'EDF est probablement la bienvenue. Mais ce qui me surprend un tout petit peu dans cette histoire, c'est que ce projet qu'il annonce, ce projet Nachtigal, avait déjà été annoncé il y a plus de 5 ans par le groupe Rio Tinto dans le cadre des investissements qui étaient prévus
pour améliorer voilà, les capacités de production à l'UQAM. De sa filiale ici qui est à l'UQAM. Bon, Rio Tinto est porté disparu. Maintenant, c'est EDF qui reprend. Alors, est-ce que EDF reprend dans le cadre de ce projet d'ensemble ou c'est simplement pour compléter notre capacité de production d'électricité? On ne peut qu'attendre, mais toujours est-il que, honnêtement, moi j'ai l'impression qu'il y a un peu du désordre dans tout cela. Justement, il y a ces projets qui se multiplient à l'extrême nord, qui est annoncé, Nachtigal, un autre méga projet hydroélectrique dans la Sanaga, plutôt dans la région du nord, dans le septentrion. Alors, ces 3 méga projets hydroélectriques ne seront pas prêts avant 2022. Pendant ce temps, la demande ne cesse de croître d'environ 8%, la demande en énergie électrique. Est-ce que ces projets pourront résoudre ces problèmes? Vous savez que notre capacité d'endettement à l'heure actuelle est autour de la cote d'alerte. Hein. On est autour de 30-40%, bon, même si le gouvernement n'annonce que 23-24%. Donc, ce qui hypothèque un peu la réalisation effective de ces projets. Vous avez beaucoup de projets qu'on nous a annoncés dans le cadre des projets structurants. Il y a un certain nombre qui piétinent. D'autres, même réalisés, ne démarrent pas, comme le port en eau profonde de Kébi. Et vous avez Comment expliquer ces lenteurs et ces manquements dans l'exécution de ces projets hydroélectriques? Non, il faut être franc. Moi, je crois que le problème du Cameroun à l'heure actuelle, c'est d'abord un problème d'une mauvaise programmation économique. Ensuite, un problème de mauvaise gouvernance. Parce que comment est-ce que ça se matérialise dans un domaine comme celui du secteur énergétique où des projets sont prévus? C'est pour ça qu'il y a des projets. Une conception qui est mise sur pied et où l'exécution et le suivi sont attendus pour ces projets. Ça se manifeste par des projets qui, pour certains, ne se réalisent pas, ou par d'autres qui sont réalisés et qui, finalement, ne servent à rien ou sont dépassés ou sont même obsolètes avant même d'être achevés. Ça veut dire que ça a été mal conçu et ensuite que ça a été mal géré. Donc nous avons, le Cameroun a un problème de gouvernance. On a une mauvaise gouvernance chronique qui ne nous permet pas d'être rationnel dans la programmation de notre développement. Donc, ça se reflète sur ces projets énergétiques qu'on annonce un peu partout comme des cadeaux qu'on fait à des régions, alors que ça devait entrer, par exemple, dans une politique globale d'industrialisation. Mais justement, le secteur énergétique est pris en compte comme l'un des piliers du plan industriel du Cameroun, le plan directeur d'industrialisation, qui est l'un des piliers de ce secteur-là. Il n'existe pas. Pour vous, est-ce que ce n'est pas une ambition du gouvernement d'inscrire dans sa stratégie le secteur énergétique? Je ne crois pas. Tous ces projets, dans leur conception et leur réalisation, ressemblent à des cadeaux, à des promesses électoraux. Parce qu'il fallait d'abord, au départ, concevoir, planifier le développement, et dans cette planification globale devait ressortir un volet énergétique poursuivant des objectifs précis, ce qui n'est pas le cas. Mais dans le on nous dit simplement qu'on veut... La croissance et l'emploi, il existe un volet énergétique. Dans le PDI que le ministre des Mines et de l'Industrie a présenté en janvier 2017, les 3 piliers sur lesquels s'appuie le gouvernement pour amorcer un développement à l'horizon 2050, c'est l'énergie, le numérique et l'agro-industrie. Comment vous dites aujourd'hui que l'énergie n'existe pas dans les stratégies du gouvernement? Ce document de stratégie est même déjà dépassé avant même d'avoir commencé. Aucun de ces objectifs n'a été atteint. Nous sommes déjà... le truc avait été lancé en 2009. Dans bientôt, on finira les 10 premières années et aucun objectif prévu dans les 10 premières années n'a été atteint. Donc, vous comprenez que même ce document de stratégie répondait simplement d'une
d'une stratégie de crédibilisation du système à un moment donné. Ça ne répondait pas d'une politique économique réfléchie, élaborée et planifiée avec des anticipations précises et des objectifs précis. La preuve, je vous dis, regardez beaucoup de projets prévus qui ont été réalisés, d'autres n'ont même pas démarré. Ceux qui ont été réalisés, certains se retrouvent, ne démarrent même pas. Donc, moi, je crois que le Cameroun a intérêt. On a besoin d'un changement radical en termes de gouvernance et en termes de programmation de politique. Justement, voilà un changement qui est annoncé 10 ans après la privatisation des services de production et de distribution de l'eau potable au Cameroun. La presse annonce que le chef de l'État veut mettre fin au contrat d'affermage avec la Camerounaise des eaux, une entreprise créée par un groupement d'entreprises marocaines. Alors, c'est un bon changement. Vous qui en parlez tout à l'heure, c'était un revirement auquel vous vous attendiez? Non, c'est l'aveu d'un échec. C'est l'aveu d'un échec, l'échec de la privatisation dans ce domaine-là. Et on avait attiré l'attention du gouvernement là-dessus, qu'il y a des projets à haute teneur sociale qui doivent absolument rester dans le portefeuille de l'État, comme l'énergie, comme l'eau. Les contrats d'affermage permettent justement un partenariat public-privé pour améliorer la qualité du service qui est octroyé aux usagers. Comment expliquer qu'au Cameroun, cela n'a pas marché? Parce qu'il n'y a pas de clarté dans les responsabilités des uns et des autres. D'abord, les contrats d'affermage dans un pays, surtout dans un domaine comme la distribution d'eau au Cameroun, devraient être accompagnés par une valeureuse politique de décentralisation. Bon, mais ce n'est pas le cas, dont les responsabilités ne sont pas définies. Et puis, il y a une centralisation aussi bien au niveau de la conception que du contrôle qui est là-bas à Yaoundé et qui ne se préoccupe pas des problèmes de fond. Vous savez, en matière d'eau, comme en matière d'électricité, il y a un problème de distribution. Ce n'est même pas tellement la production qui pose problème. C'est un problème de distribution. Le matériel de distribution est obsolète, est dépassé, aussi bien pour l'électricité que pour l'eau. Et il faut une vigoureuse politique de remise en ordre de ce. Mais où est-ce que le Cameroun va trouver l'argent pour investir autant afin de rattraper, afin de moderniser cet appareil et ces infrastructures pour la distribution? Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la crédibilité qui manque. Le Cameroun, si le Cameroun fait beaucoup plus preuve de crédibilité, si le Cameroun soigne son image à travers sa gouvernance. Voilà un groupement d'entreprises marocaines qui sont venues il y a 10 ans aujourd'hui, qui ont justement obtenu ce contrat d'affermage pour la production, la commercialisation, la distribution de l'eau potable. Pourquoi ça n'a pas marché concrètement? Alors que c'est un opérateur privé dont les performances sont reconnues dans son pays d'origine. Comment expliquer que ça n'a pas marché au Cameroun? Ça n'a pas marché parce que ça n'a pas répondu à un projet préparé et affiné à l'avance. Si l'État avait mieux appréhendé le problème, il aurait compris que d'une part la société marocaine ne présentait pas les capacités ou la crédibilité nécessaire pour gérer ce genre de choses. Et ensuite, je vous dis, la mauvaise gouvernance générale qui domine dans le pays se reflète même dans les négociations entre l'État et le privé et dans la gestion. Si l'État reprend la main sur le contrôle complet de ces infrastructures de distribution, est-ce que vous êtes convaincu que ça va marcher? Lorsqu'on a encore en mémoire les souvenirs difficiles de la SINEC? Dans le système actuel, ça ne marchera pas, puisque, je vous dis, je reviens au même problème, que le Cameroun souffre d'un problème de malgouvernance. Le système est mauvais, il faut qu'il change. La corruption est partout, le favoritisme et toutes les autres dérives font que
toute autre solution qui ne part pas d'une remise en état global de notre façon de gérer, toute autre solution serait vouée à l'échec. Si on enlève la société marocaine pour donner à n'importe quelle autre société, si rien ne change, elle va aussi échouer. Merci Évariste Fopoussi-Fotso. Je rappelle que vous êtes économiste et ancien député et membre du SDF. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite ce soir, juste après ce journal, à suivre Parole de femmes présentée par Julingue Nyondé. Merci de rester sur Equinox Télévision.